TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Merci de nous rejoindre à cette session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue. Ouvrant ce journal, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, a rejoint Brazzaville après le Rwanda pour la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame et à Oyo, dans le département de la Cuvette. Suivez. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville lundi après avoir successivement séjourné à Oyo dans le département de la Cuvette et à Kigali au Rwanda. Au bord de l'Alima, le chef de l'État congolais, sacrifiant à la tradition, a déposé une gerbe de fleurs en mémoire de son défunt père Julien Nguesso, décédé le 9 août 1986. Expression de l'attachement à son géniteur, le geste est chargé de symboles étayant la conception de Birago Diop selon laquelle les morts ne sont pas sous terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule, les morts ne sont pas morts. À Kigali au Rwanda, seconde destination du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en compagnie de plusieurs de ses homologues, a assisté à la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame pour un nouveau mandat. Un signe d'amitié que le chef de l'État congolais ne cesse d'afficher chaque fois que l'occasion se présente à l'égard des dirigeants du monde en général, d'Afrique en particulier, ainsi que de leurs peuples respectifs. Au moment donc où Denis Sassou Nguesso revient à Brazzaville, la capitale du Congo, à l'instar des autres départements du pays, s'apprête à célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Avant de regagner son pays, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu un échange avec son homologue Paul Kagame, nouvellement réélu à la magistrature suprême de son pays. Suivez ce reportage. En signe de remerciement, le président Paul Kagame a reçu ce lundi 12 août 2024 quelques chefs d'État qui ont effectué le déplacement de son pays pour l'aider au succès de sa cérémonie d'investiture. Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ne ratent pas une seule occasion pour échanger sur des questions qui empoisonnent la paix et dérangent la tranquillité des États de la sous-région. Toutes ces questions ont été passées au peigne fin, des échanges de près de 2 heures au village Urugiro, palais présidentiel. Changeons de chapitre et c'est à Brazzaville que s'est tenue depuis lundi 12 août dans la matinée l'ouverture de la 11e conférence des pays membres du CODEPA, Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso. Assise visant à faire un diagnostic des nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de ce secteur afin de définir plusieurs axes stratégiques de développement de l'artisanat en Afrique. Reportage. CODEPA, Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, a choisi Brazzaville pour accueillir sa 11e conférence des ministres des États membres. Les travaux de cette conférence, ouverte par le Premier ministre Anatole Kolini Makosso au nom du président de la République, portent sur l'examen et l'adoption de nouveaux textes, ainsi que sur l'élaboration de stratégies pour l'avenir de l'artisanat Made in Africa, notamment en ce qui concerne la mobilisation de ressources financières stables. Cette rencontre à Brazzaville marquera également le passage de témoins entre les présidents sortants et entrants. La ministre Jacqueline Lydia Mikolo dirigera le CODEPA pour la période 2024-2025, succédant au Burkinabé Serge Gnanodem, qui a rappelé dans son discours les réalisations accomplies et les défis à relever. Mon mandat à la tête du CODEPA a été marqué par la révision des textes fondamentaux de l'institution,
Il s'agit des projets de statut du CODEPA, de statut du personnel et du règlement intérieur. Certes, des acquis ont été réalisés, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Notre organisation connaît des difficultés, notamment d'ordre financier qui ne favorisent pas son bon fonctionnement. L'artisanat qui fait partie intégrante de notre vie est une véritable source de création d'emplois, de revenus et de richesses. Que ce soit dans les maisons, les bureaux ou ailleurs, l'artisanat s'impose à nous avec 243 métiers répartis en 3 secteurs d'activité que sont l'artisanat d'art, de production et de services. Pour le Premier ministre Anatole Coliné Makosso, le temps est venu pour des réformes courageuses dans ce secteur. Aujourd'hui, la dynamisation de ce secteur pourrait être un atout spécifique à l'Afrique, car il se situe à l'intersection des composantes environnementales, économiques et culturelles du développement. L'artisanat dans nos pays est un creuset d'opportunités pour les femmes, les jeunes et les populations rurales. Cela commande que les organisations comme le CODEPA réfléchissent aux solutions pour renforcer la résilience du secteur, pour répondre aux besoins d'investissement qui s'expriment pour son développement. Les artisans, ce sont eux qui œuvrent sans relâche pour viabiliser les activités et les créations qui font l'identité de notre richesse originelle. Par leur activité et leur professionnalisme, ils contribuent aussi à l'éducation, à la formation, à l'insertion professionnelle des jeunes, sans oublier la réduction du déficit de la balance commerciale par l'exportation des produits issus de l'artisanat, a-t-il ajouté. Avant de poser avec les délégations venues de plusieurs pays du continent, le Premier ministre a reçu un présent de la délégation du Royaume du Maroc. Restons dans ce cadre, c'est à l'issue de ces assises que la République du Congo a été honorée de la présidence du CODEPA après le Burkina Faso, et c'est la ministre des PME et de l'artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, qui va assurer désormais la présidence de cette organisation panafricaine. Plusieurs participants venus de 28 pays africains ont fait des recommandations dans le sens du bon fonctionnement de ces ministres chargés de l'artisanat des États membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain CODEPA. Suivez ce reportage dans des ministres chargés de l'artisanat des États membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain CODEPA a permis d'examiner et d'adopter les projets de textes fondamentaux, de définir de nouvelles sources de financement et de renouveler les instances. La ministre des PME et de l'artisanat du Congo a été désignée présidente de cette organisation en remplacement du Burkinabé Serge Nyanodem Poda pour un mandat d'1 année. Un grand honneur pour le Congo, mais aussi une lourde responsabilité, a laissé entendre Jacqueline Lydia Mikolo. C'est une lourde charge. Le Congo est honoré et nous sommes conscients du poids des responsabilités qui vont dorénavant peser sur nos épaules, parce qu'il s'agit de conduire le CODEPA vers une nouvelle ère, l'arrimer à l'Union africaine, trouver des ressources pérennes, des moyens pour que l'artisanat africain soit beaucoup plus visible, des espaces donc d'expression forts, pérennes et nombreux pour l'artisanat africain, des débouchés pour nos artisans, des formations, donc accès à la formation, accès à la protection des œuvres, accès à la sécurité sociale. La conférence se tient en marge de la 2e édition de la FIAC qui ouvrira ses portes ce 13 août 2024. Au Sénat, à un jour de la clôture de la 3e session ordinaire administrative du Sénat, les sénateurs se sont retrouvés en séance spéciale consacrée au débat d'orientation budgétaire sous la haute autorité du président du Sénat, Pierre Ngolo. Et c'est en effet à cette occasion que le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, a eu l'opportunité de présenter le budget de l'État pour les 30 années prochaines. Reportage. Chaque année, le gouvernement établit un cadre budgétaire à moyen terme sur la base d'hypothèses économiques et réalistes couvrant une période minimale de 3 ans.
C'est dans cet esprit que le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koloni Makosso, s'est présenté ce jour devant les sénateurs pour présenter l'ensemble des recettes et dépenses prévisionnelles des administrations publiques pendant les 3 ans à venir. Ce, après avoir évoqué les raisons ayant conduit notre pays à la situation de crise ainsi que les projections. Au niveau national, le projet de société du président de la République, chef de l'État, je cite, « Ensemble poursuivons la marche », fin de citation, demeure la base programmatique du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027. En 2025, dans la perspective d'accélérer la mise en œuvre du PND 2022-2026, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a exprimé la volonté que le PND se recentre sur la jeunesse. C'est ce qui justifie le choix du gouvernement de focaliser ses efforts d'investissement sur un nombre réduit de projets à fort potentiel économique et social, notamment dans les domaines stratégiques suivants: la santé, l'éducation, la gouvernance administrative et économique, les infrastructures, la production et le commerce. Un accent particulier est mis sur les projets et programmes dont l'exécution vise à satisfaire les besoins urgents des jeunes et à atteindre les objectifs du développement. En élaborant le rapport qui a été soumis à la plénière, la Commission économie et finances du Sénat a émis quelques recommandations, ceci pour permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs fixés en 2025, 2026 et 2027. Nous espérons que le gouvernement exploitera bien les préoccupations des sénateurs qui sont consignées dans le rapport avec des recommandations claires. Dans tous les cas, ici, on est juste à la phase préparatoire du budget. Le vrai débat, nous l'aurons lorsque, pendant la session budgétaire, le gouvernement nous présentera le projet de budget de l'État exercice 2025. Contrairement aux plénières ordinaires, celle-ci ne donne pas lieu au vote. Toujours au Sénat, afin de fixer l'opinion sur l'intérêt de cet exercice budgétaire, le président de la Commission économie et finances du Sénat, Jean-Marie Epoma, s'est expliqué dans ce reportage que je vous laisse suivre. Le débat d'orientation budgétaire, voilà un exercice qui intervient généralement avant la session budgétaire du Parlement. Généralement, il semble porter confusion avec le débat budgétaire ordinaire. D'où cette mise au point par le président de la Commission économie et finances du Sénat, Jean-Marie Epoma. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un débat qui doit se passer entre le gouvernement et le Parlement par rapport au budget. Et donc, d'une manière anticipée, on essaie de voir quelles sont les orientations que le Parlement peut donner au gouvernement pour que le gouvernement en tienne compte dans l'élaboration du budget. C'est ainsi que, au plus tard, le 30 mai de chaque mois, la loi organique relative aux lois de finances, qui est notre Bible, impose que le gouvernement envoie au Parlement le cadre budgétaire à moyen terme, c'est-à-dire sur 3 ans. Le débat qui aura lieu en octobre, c'est un débat qui doit tenir compte des orientations que le Parlement a eu à faire au gouvernement. Occasion pour lui d'éclairer la lanterne de l'opinion sur la loi de règlement. Lorsque nous allons voir la loi de finances de l'année N+1, par exemple 2025, nous verrons la loi de règlement pour voir est-ce que ça a été bien exécuté au niveau des recettes, au niveau des dépenses, où est-ce qu'il y a eu des dépassements, pourquoi il y a eu des dépassements, est-ce qu'il y a eu l'orthodoxie financière, s'il y a eu la discipline budgétaire. Donc c'est dans la loi de règlement, c'est ce document que nous allons pouvoir examiner ce qui a été réalisé l'année N-1. Plus de confusion, l'équivoque vient d'être levé. Du côté de l'Assemblée nationale, la plénière du 12 août 2024, donc hier lundi,
a été aussi centré sur le débat d'orientation budgétaire. Ce débat n'a pas malheureusement donné lieu à un vote comme habituellement, ce qui a donné l'occasion au chef du gouvernement Anatole Kolinema Kosso de présenter les orientations du cadre budgétaire à moyen terme 2025 à 2027 et c'est à l'Assemblée nationale d'apporter ses choix et ses restrictions. Les détails dans ce reportage. En code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et la loi organique relative aux lois de finances. C'est sur la base du cadrage à moyen terme 2025-2027 et d'autres documents budgétaires que le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolinema Kosso s'est prêté à cet exercice. Le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 que je vous présente s'inscrit dans la poursuite des objectifs de rééquilibrage du cadre macro-budgétaire à moyen terme qui se décline comme suit. Renforcer la résilience de l'économie face aux chocs exogènes grâce à un meilleur calibrage des dépenses d'infrastructures et sociales tout en poursuivant l'assainissement budgétaire à travers une meilleure mobilisation des ressources fiscales et de services. Optimiser l'exploitation et la gestion des ressources naturelles. Améliorer le rendement des produits de participation. Soutenir les couches vulnérables. Promouvoir une croissance économique durable par la mise en œuvre effective de réformes structurelles dans le domaine de la bonne gouvernance et de la transparence et en matière de lutte contre la corruption. Les priorités de l'exécutif ont été passées au peigne fin par les députés. Personnellement, j'ai lu et relu ce rapport de la Commission. En aucun cas, il est fait mention des différentes mesures préconisées pour lutter contre la vie chère. Je voudrais proposer aussi le rapatriement vers le trésor public de toutes les caisses des ministères et de leurs cabinets qui captent certaines recettes des structures sous tutelle. Le président de l'Assemblée nationale a invité le gouvernement à prendre en compte les préoccupations de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a fait preuve de résilience malgré une dette d'un niveau rédhibitoire qui gêne le gouvernement à aller de l'avant. C'est pourquoi la Commission, à juste raison, propose qu'on reprofile cette dette. C'est une nécessité absolue. Maintenant, de la Commission, notamment à ce qui concerne l'affectation de l'APID à l'investissement. Le débat d'orientation budgétaire ne donne lieu à aucun vote. Puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, restons-y. Au cours de cette plénière budgétaire, les députés de cette Assemblée ont également tenu une plénière spéciale consacrée à cette annonce officielle et tragique de la disparition de la députée d'Epena, Marie-Louise Tonon, et à la présentation de la coordination des obsèques dirigée par le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Fernand Saba. Suivez les témoignages recueillis de l'illustre disparu dans ce reportage. Ambiance de deuil à l'Assemblée nationale suite au décès le 8 août de la députée d'Epena 1, Marie-Louise Tonon, à la plénière spéciale du 12 août. Le premier secrétaire de cette chambre du Parlement, Fernand Sabaye, qui dirige la coordination des obsèques, a présenté les membres de la coordination et de sous-commission. Guy-Patrick Gondia se souvient de cette parlementaire. Maman nous a beaucoup inspiré. Naturellement, c'est une grande perte pour nous. Parce qu'elle a tenu sa circonscription de Epena 1 avec beaucoup d'affection. Cet avis est unanimement partagé par les autres députés. L'honorable Louise Tonon était une dame très dévouée au niveau de son département, de sa circonscription qui était parmi les circonscriptions les plus enclavées de la Likwala. Elle a beaucoup fait, elle s'est beaucoup engagée, elle a fait beaucoup de réalisations, mais comme elle était très effacée et difficilement elle parlait de ses œuvres, mais la population sait ce qu'elle a fait. Et au niveau de l'Assemblée, on n'a pas un mauvais souvenir de Marie-Louise Tonon. J'ai l'émotion au pas de congrès. Elle, on l'appelait Tonon Louise, moi on m'appelait Thierry Gambien. Donc elle était à la première chaise et moi à la deuxième.
On n'était plus collègues, mais on était parents. La députée d'EPENA 1, Marie-Louise Tono, est décédée à Bordeaux, en France. Laissons le Sénat pour parler de la journée internationale de la jeunesse qui a eu lieu hier. Après avoir lu la déclaration du gouvernement à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse qui a eu lieu justement hier, lundi 12 août 2024, le ministre de la Jeunesse, Hugues Ngouilondélé, a patronné la cérémonie relative à cette journée et c'était en présence du coordonnateur des systèmes des Nations Unies au Congo, Chris Mongo. Reportage. La problématique de l'insertion et de la prise en charge des jeunes reste et demeure une préoccupation majeure pour les gouvernants. Du message du secrétaire général des Nations Unies lu par le coordonnateur résident de l'ONU au Congo, il ressort que pour atteindre les objectifs du développement durable, il faudrait réduire entre autres la fracture numérique. Il faut un changement radical qui ne peut se produire que si nous donnons aux jeunes les moyens d'agir et si nous collaborons avec eux. En cette année dédiée à la jeunesse, le gouvernement requiert l'acquisition de nouvelles compétences. C'est pourquoi le gouvernement, en partenariat avec l'UNICEF, a opérationnalisé des laboratoires d'apprentissage numérique à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. De même, il sera opérationnalisé une application web qui permettra aux jeunes d'être capables de faire en ligne toutes les démarches requises pour leur accès à un emploi décent. Ce que je peux donner comme message à cette jeunesse, tant que nous avons des autorités qui veillent à notre avenir, nous devons nous battre pour que demain nous soyons des cadres de ce pays. Cette célébration, marquée également par une série d'ateliers, vise à permettre aux jeunes de découvrir certaines initiatives mises en œuvre par le gouvernement en leur faveur. Parlons éducation, dans un contexte où l'éducation est un enjeu majeur pour le développement du pays, le rôle des mères est primordial. De nombreuses femmes jonglent entre les tâches ménagères, un emploi et le suivi de l'éducation de leurs enfants. Comment s'en sortent ces femmes? Et c'est un reportage de Prince Charlie Tikaya. Les femmes congolaises actives font face à de nombreux défis pour concilier vie professionnelle et familiale. La charge mentale est particulièrement importante, rendant difficile le suivi scolaire et l'éducation de leurs enfants. Plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment les contraintes socio-économiques, les difficultés financières, l'accès limité aux ressources éducatives et les attentes sociales qui pèsent lourdement sur les mères de famille. Surcharge de travail, les femmes subissent souvent, avec les tâches ménagères, les activités génératrices de revenus et de responsabilités éducatives constituent d'autres obstacles, puisque le niveau d'éducation des mères peut également influencer leur capacité à accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages. Un suivi insuffisant de la scolarité ou de l'éducation des enfants peut avoir des répercussions négatives sur leur vie. Et pour concilier la vie professionnelle et familiale de ces mères battantes, plusieurs leviers peuvent être actionnés, notamment la sensibilisation de ces mères à l'importance de l'éducation et de l'implication parentale. Des campagnes de formation peuvent aussi aider les mères à mieux accompagner leurs enfants à la maison. Malgré toutes ces difficultés qu'elles rencontrent, il est toujours possible de concilier travail et éducation. Cela ne peut être possible que si l'on est organisé. Parlons cette fois-ci de l'éducation scolaire au Congo et comme partout ailleurs, une fois les études secondaires achevées, les jeunes diplômés sont confrontés à la complexité de l'orientation pour la filière à suivre à l'université et plusieurs défis contraints si souvent ces jeunes filles à bien faire, s'il vous plaît, leur choix d'orientation après l'obtention du baccalauréat. Une fois de plus, un Charlie Tikaya. Les jeunes filles congolaises, notamment les nouvelles bachelières, sont confrontées à plusieurs défis, notamment le manque d'informations. Souvent, elles ne connaissent pas les différents métiers existants, les formations disponibles et les débouchés possibles.
Les stéréotypes de genre, les métiers traditionnellement féminins sont souvent valorisés au détriment des autres secteurs, limitant ainsi leur choix. À côté de cela, il y a aussi les pressions familiales qui peuvent avoir des attentes spécifiques quant au choix d'orientation de ces dernières, ce qui peut influencer leurs décisions. Le coût des études supérieures et l'accès limité aux bourses peuvent constituer un obstacle majeur et une bonne orientation est primordiale pour plusieurs raisons. Elle permet aux jeunes filles bachelières de développer un projet professionnel réaliste en fonction de leurs aspirations et de leurs compétences, augmente leurs chances de réussite scolaire et professionnelle en choisissant une filière adaptée. Une bonne orientation scolaire s'avère être un outil essentiel pour l'autonomisation des jeunes filles en vue d'identifier leur centre d'intérêt, leurs compétences et leurs valeurs. Ceci sera possible si l'on peut généralement passer par des tests d'orientation pour les aider à identifier leur centre d'intérêt, leurs compétences et aptitudes. Des visites d'entreprise pour découvrir les réalités du monde professionnel, mais aussi former des conseillers d'orientation. Tout à fait autre chose dans ce journal à l'orée de la date du 15 août marquant la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo. Canal Plus Congo a organisé une soirée de diffusion en direct de la finale de l'émission Secret Story le 10 août dernier, conjointement avec la promo Lipanda. Un reportage de Michel Opakwele et Modeste Ololo. Après plusieurs semaines de cohabitation, la finale de la première édition de l'émission Secret Story a été diffusée en direct le 10 août 2024 à Canal Olympia, une initiative de Canal Plus Congo conjointement avec le lancement de la promo Lipanda dans le but de permettre à ses abonnés ainsi qu'aux Brazzavillois de vivre ces moments intenses suivis des prestations des différents artistes humoristes dont Juste Parfait, Nana Sifo et bien d'autres, ainsi que des concours qui ont permis aux abonnés de gagner 2 bons d'achat d'une somme de 25 000 francs CFA et un mois d'abonnement gratuit à l'évasion Canal+. Emmanuel Fontananza, responsable de communication de Canal Plus Congo, sur le sens de cette soirée. La soirée de ce soir revêt une double connotation. Premièrement, nous avons ce soir diffusé la finale de l'émission de télé-réalité dénommée Secret Story. Et donc nous avons profité de cette diffusion pour lancer également la promotion Lipanda de Canal+. Comme vous le savez, nous sommes déjà au mois d'août et chaque année, le Congo, le 15 août de chaque année, le Congo célèbre son accession à l'indépendance. Et donc pour permettre à nos abonnés de passer en mieux cette fête, nous avons donc lancé cette promotion qui revêt 2 aspects. Le premier aspect concerne ceux qui sont déjà abonnés Canal+. Pour ceux qui sont déjà abonnés Canal+, pour tout réabonnement à leur formule actuelle, Canal Plus Congo leur offre 15 jours à tout canal. Dans le même sens, Emmanuel Fontana nous a fait un bref aperçu sur la promo Lipanda ainsi que le déroulement de l'émission Secret Story. Vous savez que depuis juin, effectivement, nous avons lancé une première promotion qui était la promo vacances. Et là, on vient de lancer la promotion Lipanda parce que nous sommes en vacances. Vous savez, pendant les vacances, ce sont des enfants qui sont à la maison. Il y a aussi des parents qui profitent de prendre leurs congés pendant les vacances pour passer des bons moments en famille. Et ce qui fait que donc, au mois de juin, on a lancé la promotion vacances. Et là, on vient de lancer donc la promotion Lipanda. Secret Story, c'est donc l'émission de télé-réalité pour une première fois en Afrique qui a été lancée il y a 10 semaines. Donc ce soir, le 10 août, nous allons donc vivre la finale de cette émission avec à la clé 20 millions de francs CFA qui seront gagnés par une candidate d'un pays. Sur 5 candidats restants, la grande finale de Secret Story a été remportée par Awa. Rappelons que pour les nouveaux abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal+, le décodeur HD Canal+ est à 1000 francs seulement à partir de la formule Évasion. La parabole est disponible auprès de 5000 francs CFA et l'installation du kit par les techniciens agréés est offerte. Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 31 août 2024. Parlons sport à présent dans ce journal, plus que quelques jours avant le début des phases allées du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF.
Les deux clubs congolais engagés dans ces compétitions continuent à se préparer en vue de bien aborder, s'il vous plaît, les rencontres. Prince Charlie Tikaya. En dépit du bon recrutement des deux clubs congolais, en vue de bien préparer ces tours préliminaires, la fermeture des stades par le ministère des Sports a contraint ces clubs à une préparation mitigée. Si l'AS Otoyo qui effectuera le déplacement pour la Guinée équatoriale pour la manche aller face au 15 de Agosto en Coupe CAF n'a eu qu'un seul match de préparation internationale face à Vita Club à Kinshasa, rencontre qui s'est soldée sur un score de parité de 1 but partout. Le champion en titre, l'AS Léopard, qui jouera en Ligue des Champions face à Belouizdad, n'a connu qu'une seule rencontre, celle face à Saint-Michel de Madjingu, pensionnaire de Ligue 2, où ils se sont imposés sur un score de 2-0. Des préparations inquiétantes pour les sportifs congolais qui ne craignent que ces deux clubs engagés en interclub CAF ne franchissent ce premier palier en vue de leur préparation, alors que leurs adversaires ont enchaîné des matchs de préparation. Il s'est de rappeler que les deux clubs congolais effectueront leur entrée en liste de ces compétitions ce week-end. Hors de nos frontières au Burkina Faso, après des acteurs de la société civile, des politiques et des journalistes, c'est désormais au corps judiciaire que le pouvoir en place s'en prend en tentant de les contrôler. Beaucoup accusent le régime d'Ibrahim Traoré de punir certaines figures en les envoyant au front. Au moins 5 magistrats ont reçu un ordre de réquisition pour servir l'armée au front contre les groupes armés, a pu confirmer RFI mardi 13 août. Parmi ceux-ci, Abdoul Gafourou Naro, substitut du procureur à Bobo Dioulasso. En Afrique du Sud, le taux de chômage officiel a augmenté de 33,5% au deuxième trimestre de cette année contre 32,9% au premier trimestre, selon les données publiées ce mardi par l'Agence nationale de la statistique du pays. Et enfin, en Russie, le président russe Vladimir Poutine a réitéré le soutien de la Russie à la création d'un État palestinien lors de sa rencontre à Moscou avec Mahmoud Abbas, voilà, président de l'autorité palestinienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci encore d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur TPT+, la chaîne du monde. Au revoir.